Alors, on le savait tous hein, qu'à la télévision, les journalistes, c'est pas vraiment des journalistes. Hein. Au mieux, c'est des présentateurs, des éditocrates ou des faux philosophes aussi. Hein. Mais vous allez être surpris de découvrir à quel point les scientifiques, les historiens et les chroniqueurs de la télé et de la radio sont tout autant frauduleux que ces prétendus journalistes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo d'Actu Réfractaire, on va mener notre petite enquête. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 mai et vous regardez donc Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique qui revient après une semaine de pause. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'information, mais avant ça, on va vous parler donc de plagiat dans les médias. On va commencer avec Étienne Klein, tu sais, c'est le très médiatique philosophe des sciences. Le bougre, il est à nouveau accusé de plagiat par le média indépendant Arrêt sur Image. Et on dit à nouveau parce qu'il a déjà été épinglé par le journal Le Monde en 2021 et par l'Express en 2016. Dans les faits, Étienne Klein, lorsqu'il fait une chronique, il semble toujours chercher un bel article bien fait qu'il va recopier par passage entier pour les lire ou les faire lire à l'antenne. Ce sont des faits qui sont donc assez similaires à ceux reprochés à Rachel Kahn par exemple, dont on avait parlé dans notre série sur le printemps républicain, là encore des faits qui avaient été rapportés par Arrêt sur Image. En réalité, rien que ces dernières années, les cas de plagiat semblent se multiplier. Même les émissions populaires, telles que Affaires sensibles sur France Inter, ont été pris à défaut l'année dernière lorsque l'un des auteurs a été accusé de piller des contenus provenant de la chaîne YouTube Cinéma et Politique. On pourrait aussi parler de Stéphane Bourgoin qui mélangeait le plagiat d'anecdotes et le mensonge pour se faire passer pour un immense expert des tueurs en série. Dans une moindre mesure, l'historienne Laurence Decoq a été accusée elle aussi de plagiat par Zaka Toto, le fondateur de la revue Antillaise. Un chroniqueur de l'Express aurait, quant à lui, plagié des articles en anglais. Quant à Franc-Tireur, tu sais, le grand journal de Christophe Barbier avec Fourest, La Menteuse et consorts, lui aussi, il a été épinglé pour plagiat. Tout comme Michel Simès, expert santé du service public audiovisuel, ou bien Alain Minc, condamné il y a quelques années d'ailleurs. Même Mediapart n'est pas épargné. En 2020, François Bonnet fait une chronologie de la gestion du Covid qu'il aurait plagié sur un fil Twitter de Maître Pandaille. Étienne Klein n'est donc pas isolé dans cette pratique, et donc il faut se demander pourquoi, d'où ça vient ce truc-là. À l'origine, tout part quand même d'une envie un peu saine, celle de partager un travail qu'on trouve bien fait ou important. Émeric, notre rédacteur qui a écrit ce texte-là, il parle beaucoup de Arrêt sur Image, en reprenant leur travail, mais à chaque fois, il répète que Arrêt sur Image, ça gagne à être connu, que Arrêt sur Image, ils sont indépendants, et que Arrêt sur Image, ils font en ce moment une campagne de financement. Il aime bien répéter le mot Arrêt sur Image. Bref, il cite ses sources, vous voyez, quand il écrit des vidéos. Le problème dans les cas qu'on vient de résumer, c'est que ces auteurs originels de ces travaux ne sont pas cités. Dans une large mesure, cela s'explique par des impératifs de rentabilité. Dans le domaine audiovisuel en particulier, il est nécessaire de combler des plages horaires. C'est pour ça que CNews, France Inter ou BFM TV, ils adorent faire des plateaux, parce qu'il suffit de poser des gens là sur un plateau et puis ça fait du contenu pendant des heures et des heures. Contrairement à du documentaire, à du reportage ou à une émission préparée et montée qui coûte bien plus cher à produire. Ça engage par contre à une logique médiatique qui s'avère primordiale pour expliquer les plagiats. C'est la logique du bon client. Il faut des gens qui soient à peu près spécialistes dans leur domaine, mais surtout qui parlent clairement et qui savent quelles phrases accentuer et sur quels mots passer plus rapidement. Les médias les emploient souvent en tant que chroniqueurs experts ou en tant qu'intervenants réguliers. Et ces gens-là, en plus de leur activité médiatique, en général, ils mènent d'autres activités professionnelles où des fois ils ont des contretemps à gérer. Puis, un jour, tout se passe mal. Tu vois, le chat il est malade, on s'est pas levé le matin, on n'a pas dormi de la nuit. Bref, on n'a pas le temps de faire le travail de rédaction. Et du coup, on se dit, peut-être qu'on peut reprendre un article juste une seule fois, juste quelques bouts pour aller rapidement, tu vois. Et donc, quand ils font ça, ça leur dégage du temps et ça leur permet de faire autre chose les jours suivants. Donc, c'est la solution de facilité. Le plagiat devient alors une pratique professionnelle. D'autant que l'arrivée d'Internet a permis aux plagiaires de sévir beaucoup plus rapidement, même si c'est vrai à côté que c'est beaucoup plus facile pour nous ou pour Arrêt sur Image de vérifier s'il y a des plagiats ou pas avec une simple recherche Google. Et ce problème-là, il pourrait être résolu assez facilement en invitant plus de gens différents qui auront donc de bonnes idées, qui auront plus de temps, tout ça. Sauf que c'est pas le choix de la facilité, tu vois. Les médias, ils préfèrent avoir des voix et des visages qui sont déjà connus, qui passent quotidiennement, ça fonctionne beaucoup mieux pour l'audience. Parce que s'il y a plus de gens à passer à la radio, ça veut dire qu'il y a plus de gens à former pour la radio, qui savent prendre la parole, etc., etc. Et ça, c'est galère. D'autant qu'il faut vérifier leur profil, qu'il faut passer des entretiens, tout ça, donc ça prend du temps. Ils aiment pas le temps. Ils aiment l'argent, mais ils aiment pas le temps.
En plus, le monde médiatique tarde très souvent à agir contre cette pratique, au point qu'en 2021, le journal Le Monde avait titré son dossier « Plagiat, une impunité française ». On paye des gens pour fournir un travail, sauf qu'ils le font pas parce qu'ils le veulent à d'autres personnes et ils sont rarement punis pour ça. Et pourtant, c'est une faute professionnelle de faire ça. Bref, Étienne Klein, vous risquez de le voir encore et encore comme les autres. Avec un tel système médiatique, tant qu'ils seront des bons clients, ils pourront toujours dormir sur leurs deux oreilles. Avec un oreiller plein de pognon. Voilà. Parce qu'ils sont riches en général, ces gens-là, quand même. Et maintenant, on va passer au reste de l'actualité. Est-ce que nous allons vers un nouveau débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Et je vous parle pas du potentiel débat du second tour pour 2027, mais bien d'un débat pour les élections européennes. Bon allez, je vais vous raconter tout ça. Alors, elle que vous voyez à l'image, c'est la candidate macroniste pour les européennes. Le problème, c'est qu'elle est vraiment très mauvaise. En meeting, elle est mauvaise, à la télévision, elle est mauvaise, et sur le terrain, c'est pire que tout. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de charisme, il n'y a rien. Déjà que à la base, en plus, les européennes, c'est déjà un peu chiant, alors avec elle, mais c'est pire que tout, quoi. Ce qui fait que la candidate baisse encore et encore dans les sondages, alors que Jordan Bardella, le candidat RN, lui, il se maintient à un niveau qui est très élevé. Dites-vous, les macronistes, ils sont tellement dans la panade que leur candidate se fait rattraper par Glucksmann. Quand même. Il faut qu'on en parle de ça. Glucksmann, qui est en train de battre le parti macroniste. Donc c'est pas impossible que le parti macroniste soit 3e dans ces élections-là. Bref, si rien n'est fait, pour le parti présidentiel, ça va être une catastrophe ce 9 juin. Donc, comment faire pour éviter le pire? En utilisant le seul atout qu'ont les macronistes, c'est-à-dire, Macron lui-même. D'où l'idée d'organiser un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant les élections européennes pour que le président de l'État français puisse participer à la campagne électorale. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté le journal Le Parisien et La Tribune hier soir. Macron, il aurait proposé un débat avec Le Pen. Celle-ci, elle dément, mais elle est d'accord sur le principe, même si elle préfère le faire après les élections, c'est-à-dire après la victoire de son parti pour les européennes. Débat ou pas, le président de la République française multiplie en tout cas les prises de parole à la Sorbonne, dans les journaux ou même sur sa chaîne YouTube, et ça ne va pas ralentir à mesure que se rapproche le 9 juin, la date du scrutin européen. Le président est donc encore et toujours le seul vrai candidat de son parti politique. Et toi, est-ce que tu comptes oui ou non voter pour les européennes? Réponds-nous en commentaire. On va maintenant en Espagne, plus précisément en Catalogne. La région était gouvernée par une majorité d'indépendantistes depuis 2012. Sauf que c'est plus le cas, et ça depuis ce week-end. Dimanche, c'était les élections régionales et les indépendantistes n'ont pas réussi à obtenir la majorité. Faute à un bon score du Parti Socialiste qui est au pouvoir en Espagne. Et si ce Parti Socialiste, ce PS, est au gouvernement, c'est qu'ils ont fait une union au niveau national avec les indépendantistes. Cette union a fait que ces dernières années, le PS a multiplié les lois favorables aux indépendantistes, avec par exemple l'amnistie pour les organisateurs de la tentative de sédition de 2017, qui voulait proclamer l'autonomie de la Catalogne via un référendum. En multipliant les lois pro-indépendants, le Parti Socialiste a donc su séduire aussi une partie de l'électorat indépendantiste. De plus, beaucoup jugent mauvaise la politique menée au niveau régional par ces mêmes indépendantistes, ce qui explique aussi en partie le fort taux d'abstention lors de cette élection. Concernant la Palestine maintenant, l'administration états-unienne continue de jouer aux hypocrites et à répéter en boucle la même chose. On a eu un nouvel épisode où le secrétaire d'État états-unien a discuté avec le ministre de la guerre israélien pour le convaincre de ne pas attaquer Rafah, ce qui provoquerait, selon lui, le chaos et l'anarchie. Il lui demande une énième fois de laisser passer l'aide humanitaire. En parallèle, l'Organisation internationale caritative islamique et le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU ont organisé une grande conférence pour la Palestine au Koweït. Au total, grâce à cette conférence, ils ont récolté 2 milliards de dollars qui seront utilisés dans les 2 ans pour soutenir les opérations humanitaires vitales en Palestine qui a été ravagée par les bombardements. Et on termine avec de belles images, bien terminées comme ça une quotidienne, avec le départ de notre capitaine Mbappé du PSG lors de son dernier match au Parc des Princes. Il y a eu un tifo géant de lui, tu sais les tifos c'est les grandes banderoles qu'utilisent les supporters, et surtout il y a eu une reprise orchestrale d'un chant de supporters qu'on vous laisse savourer.
Et c'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Après une semaine d'absence, hein, on a préféré se concentrer sur Canard Réfractaire puisqu'il y avait plein de jours fériés, de ponts, de salariés qui étaient absents. Et donc là, on revient. Nous, on a changé un petit peu notre organisation pour essayer de mieux travailler sur les actus réfractaires. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas, cette nouvelle formule. Et il nous reste moins d'un mois sur notre cagnotte là pour qu'on arrive à poursuivre le Canard Réfractaire et actus réfractaires pour une saison de plus. Car vous savez, nous sommes indépendants, donc on a besoin de votre soutien. Tout est en description. Sur ce, 10 bisous et à demain pour votre prochaine actu réfractaire.